Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Claire Doyon est une réalisatrice française formée à la Fémis dont elle sort diplômée en 2000. Son premier long métrage, Les Lionceaux, sort en 2003. En 2012, elle réalise Pénélope, un voyage initiatique avec sa fille porteuse d'autisme aux confins de la Mongolie. Invitée par Kalous Tandalian à la Villa Arson en ce mois d'avril 2024, Claire Doyon vient nous parler de Pénélope mon amour, long métrage documentaire sorti en 2022, où la caméra est une arme pour résister, filmant un parcours singulier face aux impasses de la médecine et montrant l'apprentissage d'une mère prête à renoncer à son art pour accompagner sa fille. Bienvenue Claire Doyon sur Radio Arson. Bonjour. Aujourd'hui, je suis épaulé par Paul, étudiant en 4e année. J'aimerais bien, comme tu es en ce moment en workshop à la Villa Arson, que tu nous parles un peu de tes études universitaires et de tout ce qui est arrivé après le bac. Est-ce que tu es allé directement dans des études de cinéma, la Fémis, ou tu as eu des petits doutes existentiels, des passages à vide et tu as fait autre chose avant? Eh bien, en fait, après mon bac, j'avais été aux portes ouvertes des Beaux-Arts et d'une autre école d'art. Et j'avais dit à mes parents que je voulais faire une école d'art. Et mon père m'avait dit, c'est hors de question. Tu vas faire un truc plus sérieux. Et donc, je pense que c'est resté une frustration pendant de nombreuses années. Du coup, j'ai fait une prépa littéraire Hippocagne. Et pour me préparer à Normal Sup, ce que j'ai pas du tout fait. Et après, j'ai fait des études de lettres et un peu d'histoire de l'art. Et ensuite, j'ai fait des études à Lee Strasberg School à New York. Parce que je savais, je crois, petit à petit que je voulais faire de la mise en scène, mais comme j'étais hyper timide et j'avais aucune idée de comment diriger des acteurs, par exemple, ou mettre en scène, ça m'a aidée. Donc j'ai habité à New York et j'avais un part-time job et en même temps je faisais ça et voilà. Et après, j'ai fait la Fémis. Je suis une super vieille étudiante. Il n'y avait pas une limite d'âge à la Fémis avant de passer le concours? Si. Il y a 27 ans, il me Ouais, semble. c'est 27. Je suis rentrée à la Fémis, j'avais 25 ans. Donc voilà, finalement, après un parcours littéraire et un peu de mise en scène, enfin de jeu, quoi. Et le cinéma, ça a été un compromis, en fait, entre l'école d'art, les arts plastiques, et quand même être dans quelque chose qui appartient au monde de l'industrie, quoi. Voilà, chose qui finalement m'a pas du tout servi parce que je suis plus dans des formes expérimentales au final. Mais... Et est-ce que tes études littéraires te servent aujourd'hui? Est-ce que tu arrives parfois à les repiocher dans ce que tu as appris pendant tes études et ça ressort dans tes films? Ouais, je pense que ce que je fais, surtout depuis Pénélope mon amour, qui est un documentaire qui m'a demandé d'aller vraiment chercher une écriture hyper intime. Donc j'ai dû écrire une voix off. Et là, je pense que mes études littéraires m'ont sans doute marquée et que ça m'a peut-être aidé à écrire. En tout cas, une inspiration pour cette voix off, c'était les Confessions de Rousseau, qui m'avaient beaucoup marquée quand j'étais étudiante. Et l'idée là que j'avais envie de retrouver, que j'adorais chez Rousseau, c'était dans les Confessions, le fait qu'on a le sentiment d'assister à une pensée qui éclot en marchant. Et ça, j'ai adoré. Toutes les pages où Rousseau se balade et on a la sensation qu'il pense à voix haute. Et c'est ça qui est écrit. Et évidemment, c'est un boulot en fait incroyable. Et je suis partie avec cette idée un peu naïve de ça. Et en fait, la voix off, elle s'est vraiment écrite au montage, mot par mot, parce que c'est dans l'alliance avec l'image qu'elle prenait sens. Et finalement, ce que j'écrivais était toujours très théorique par rapport à cette interaction avec l'image. Quand le texte entre en résonance avec l'image, il n'a pas du tout la même portée
que s'il est lu comme un poème ou un texte littéraire. Donc je pense à la fois ça m'a aidé, puis en même temps ça m'a pas aidé au sens où la grammaire du cinéma elle a sa loi propre qui est pas du tout finalement littéraire en fait. C'est en tout cas pour ce film-là quoi. Une question qui a peut-être rien à voir, mais est-ce que tu as de l'intérêt pour la photo? Parce que quand je regardais tes interviews, les cadrages, les compositions, il y a une sensibilité, il y a un côté poétique dans les images, que ce soit même dans l'interview d'Isabelle. La manière dont tu filmes et tu passes à la Super 8, il y a ce grain comme ça que je trouve on retrouve beaucoup dans la photo. Et la manière dont tu as parlé du lien que tu fais entre la parole et l'image. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ça, de ce processus, comment t'en arrives à là? Ouais, j'adore la photo et le cadre, c'est vraiment très important dans ma pratique. Je sais pas, par exemple à Arles l'an dernier, là, il y avait une rétrospective Diane Arbus. Bon, évidemment, tout le monde connaît Diane Arbus, mais qui m'a complètement fascinée parce que Diane Arbus photographiait beaucoup les personnes dites monstrueuses qui étaient hors normes et tous ces portraits sur les meutes parce qu'en fait elle photographie les personnes différentes comme des peuples, je trouve comme des meutes quoi. Des personnes mongoliennes qui sont regroupées ensemble sur la même photo et on a l'impression que c'est un peuple de frics qu'elle nous donne à voir et ça me bouleverse totalement. Il y a une autre photographe que j'adore et qui m'inspire beaucoup dans son lien à l'autoportrait aussi. Malheureusement, elle a disparu très jeune, mais c'est Francesca Woodman qui faisait des photos au moyen format avec un retardateur et c'est sublimissime quoi. Et donc ouais, c'est vrai que quand je filme en Super 8, Je voulais rester sur une autre photographe parce que du coup, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que tu avais dirigé comme actrice Johanna Press ouais, et aussi Valérie Massadian, Massadian qui a été assistante de Nan Goldin. ouais, Et ouais. du coup, est-ce que c'est un hasard Bah non, mais je suis dingue des photos de Nan Goldin. Enfin, vraiment, c'est un travail que je suis depuis hyper longtemps. Et je crois que j'ai été à toutes ces expositions. Et Johanna Price, je l'ai découverte d'abord dans les photos de Nan Goldin. Et Valérie Massadian aussi, qui ont été toutes deux des modèles de Nan Goldin, qu'elle a photographiées séparément et aussi ensemble. Et ensuite, j'avais rencontré un groupe de musique qui s'appelle Sister Yodin, il y a très longtemps, et qui m'avait demandé de faire un clip gratos. Ils n'étaient pas très connus à l'époque et tout. Et j'avais dit, ok, mais je veux qu'il y ait Johanna Price dedans, parce que je savais qu'ils étaient très proches. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Johanna, et on est devenus très proches. Ensuite, j'ai rencontré Valérie, et donc on a fait une fiction ensemble, Valérie, Johanna et moi, qui est une sorte de film d'horreur qui s'appelle Kataï, voilà. Et en restant dans la musique, j'ai vu que tu avais fait aussi tourner Jacquenot Ouais. et Dany, entre autres. Comment as-tu rencontré ces personnages des années 80 haut en couleur? Ben, quand j'ai fait le casting des Lionceaux, je voulais des parents complètement atypiques, hors normes et hors sol, et des parents qui avaient pas du tout le côté des parents qui n'endossaient pas du tout la fonction de repère. Et donc j'ai pensé à des musiciens parce qu'au départ le film devait être une comédie musicale. Donc les faire jouer, ça rentrait dans le cadre du film qui était au départ une comédie musicale. Et puis pour des raisons budgétaires, le film s'est resserré et a perdu ce côté musical, même si dans Les Lionceaux, il y a des scènes entre Denis et Dany, entre Jacquenot et Dany, qui sont musicales parce qu'ils se renvoient l'appareil dans un chanté, mi-parlé, mi-chanté. Mais voilà, Jacquenot, j'écoutais sa musique quand j'étais jeune ado, et j'ai adoré Rectangle et Liméderos, et Dany, je l'avais découverte dans les films de Truffaut,
dans La Nuit américaine. Je la trouvais mais sublimissime. Et ce qui me fascinait, c'était sa voix. Et dans ma famille, on est beaucoup de filles, de femmes, enfin, voilà, et on a toutes la même voix. Et on est interchangeables dans les voix. Et là, je crois qu'aujourd'hui, elle est un peu plus grave, ma voix, mais pendant très très longtemps, elle était dans des suraigus insupportables. Et je déteste ma voix. Et quand j'ai entendu la voix de Dany, qui est si grave et si terrestre et si comment dire, avec une présence si forte, ça m'a totalement fascinée. Et c'est pour ça que j'avais envie que Dany joue. Et après, on est devenus très proches et elle a joué dans d'autres de mes films. Et Jacquenot, là, c'était carrément une histoire, enfin, d'amour, pas au sens d'amour charnel, mais vraiment de rencontres merveilleuses parce que c'était quelqu'un qui avait un humour complètement dingue. Vraiment, mais c'était quelqu'un de tellement drôle. Et puis, ouais, j'adore sa voix aussi. Et donc, on discutait tout le temps des voix, justement. Et comme lui, il aimait ma voix hyper aiguë, un jour, je décrochais, il n'y avait pas encore beaucoup de portables et tout, j'avais un fixe. Et à cette époque-là, il y a beaucoup les cuisines qui appelaient « Vous avez gagné une cuisine Mobalpa » ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, des pubs. Et donc, je lui disais, j'en ai marre d'être appelée par ces cuisines et tout ça. Et il m'avait dit, bah, t'as qu'à dire, ma maman est pas là. Et du coup, c'est ce que j'ai fait après, à chaque fois que j'avais des appels comme ça, ou même encore maintenant et tout. Bon, maintenant, avec le portable, ça marche plus. Mais je disais, ma maman est pas là. Et ça marchait à tous les coups. Et c'était, alors, quand est-ce qu'elle revient et tout. Et puis, juste pour boucler la boucle de ces questions autour de l'art, peut-être, le lien que je vois entre Johanna Price, Jacquenot, Dany, c'est quand même des gens aussi qui sont un peu dandy, avec, il y a aussi l'image de la mode un peu derrière, avec le fait d'être, voilà, un peu décadent. Est-ce que tu as un rapport avec ça, ou comment ça se fait que tu aies rencontré ces trois personnes qui sont quand même des personnes un peu emblématiques là-dessus? Bah, je me suis jamais posé la question comme ça, mais en y réfléchissant, je me dis que ce sont des personnes qui traversent des milieux et qui sont pas installées de manière très, comment dire, qui sont pas Socialement. qui se sont pas complètement emparées d'un espace ou d'un milieu, mais qui naviguent d'un champ à l'autre et d'un milieu à l'autre. Mais je crois que c'est un peu ça qui me touche. Chez Johanna, elle chante, elle danse, elle fait de la performance, elle fait du théâtre. Et puis, Du mannequinat aussi. ouais, du mannequinat. Et voilà, c'est une personne Dany a été fleuriste à un moment dans sa vie. Ouais, toute sa vie d'ailleurs. Toute sa Parce vie. qu'elle a eu, à la fin de sa vie, elle avait enfin, pas la toute fin, mais elle a eu un magasin de fleurs qui s'appelait Au nom de la rose, qui était juste à côté du Café Coste, rue de Rivoli. Et donc, Dany, c'est aussi une grande spécialiste des roses. Et j'ai adoré Dany pour ça aussi, parce qu'elle pouvait parler pendant 1 heure d'une rose, et puis après, elle allait chanter, Puis elle vivait la nuit aussi, non? et elle vivait la nuit. Ouais. Alors Pénélope, mon amour, retrace le parcours d'une mère, vous, Claire Doyon, et de sa fille Pénélope, porteuse d'autisme. Ce film raconte différentes étapes, le choc du diagnostic, le rebond après la réponse médicale, et les hauts et les bas de la vie avec ce trouble. Pour commencer d'abord, j'aimerais dire que le film, je l'ai trouvé très touchant. Vraiment, j'étais pris par le film. Et ma première question, c'est comment est-ce qu'elle va, Pénélope? C'est la question qu'on se pose. Ouais, je comprends. Elle va bien. Elle va bien. Je trouve qu'elle va bien. Malgré tous les problèmes qui sont là, que le film n'a pas résolu, évidemment. Elle va plutôt bien. Parce que, pourquoi, j'en sais rien, mais je pense que peut-être c'est comme nous, normopathes, c'est qu'avec l'âge, je sais pas, elle a acquis une espèce de sérénité, de sagesse et de tranquillité qu'elle n'avait pas quand elle était petite, parce que je pense qu'elle devait être traversée par beaucoup d'angoisse. Et
Et j'ai le sentiment que c'est vraiment de plus en plus un maître, cette jeune fille. Enfin, elle a un regard et une présence où, quand elle me regarde, j'ai l'impression que c'est moi qui suis un peu dans une phase d'évolution mineure et que elle est, je sais pas, Ouais, mais elle a acquis une sagesse. ce que tu dis là, je trouve que ça rejoint énormément la partie du film où vous allez en voyage ensemble et que vous êtes en Mongolie. Ce moment où elle est dans la nature, où limite, même visuellement, on arrive à voir que elle arrive à se déplacer dans l'espace, à être en interaction avec tout ce qui est autour d'elle, d'une manière où nous, personne, je sais pas comment dire ça convenablement, on a du mal, on est bloqué, on s'inquiète de est-ce que ça va piquer, est-ce que ça va faire mal. Et elle, tu la vois juste traverser ce champ et c'était vraiment beau. C'était agréable à regarder. Je me suis senti dedans, en tout cas. Et si je peux me permettre de parler de comment est-ce que j'ai vécu le film, pour moi, le film était divisé en plusieurs parties. Il y avait vraiment, au début, une introduction où on se sent dans ton journal intime. On se sent comme si tu te confiais à nous de quelque chose que tu n'étais pas supposé dire, quelque chose qui était supposé rester caché, gardé pour soi, que tout d'un coup on était invité dans cette intimité. Et à fur et à mesure que le film il avance, ça se transforme en lettre d'amour pour Pénélope. Et la manière dont tu t'adresses à elle, ce côté un peu romantique, un peu doux, poétique, est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, de comment est-ce que la transition s'est faite, ou si c'est juste moi dans ma tête qui ai imaginé quelque chose? Ouais, non, non, je pense que c'est très juste. Il y a vraiment différentes étapes dans le film et différents moments. Et quand on a commencé le montage du film, il y avait un corpus de rush vraiment hyper important. Je sais plus combien d'heures, mais c'était fou. Et je savais juste une chose, c'est que le film allait être découpé en plusieurs étapes et que ces étapes, c'était des moments qui marquaient mon changement intérieur. Du coup, effectivement, la première étape du film, c'est une espèce de bouleversement, de bombe, quoi, de choc de ce qui nous arrive. Et dans les premières versions de montage du film que j'ai montré à des amis très proches, dont une maman avec un enfant autiste, elle m'a dit, mais on a l'impression que c'est un film où tout est facile, tu vas pas assez loin dans qu'est-ce que c'est vivre avec Pénélope. Et ça m'a beaucoup choquée et interpellée au départ, mais après j'ai compris. Et aussi le cinéma, il a à voir avec ça finalement. Donc je suis allée retrouver des cahiers intimes, effectivement d'écriture, mais des trucs que j'avais laissés un peu. En plus, comme je suis pas du tout organisée, j'écris un peu dans tous les sens, n'importe comment. Et après, je mets ça et ça s'accumule et c'est des bribes, quoi. On peut pas dire que c'est quelque chose qui est construit comme une œuvre, entre guillemets. C'était vraiment des fragments comme ça. Et du coup, j'ai dû retrouver ces fragments d'écriture et me replonger dans les émotions du moment, du diagnostic de Pénélope, de la difficulté du quotidien, de qu'est-ce que c'était se réveiller la nuit, qu'est-ce que ça voulait dire craquer totalement. Et en fait, j'étais incapable de retrouver cette émotion pendant le montage parce que j'avais traversé ces étapes et donc j'avais plus les mots. Donc je suis allée retrouver par l'écrit ces moments-là qui sont dans la voix off. Et c'est aussi des moments que j'avais tournés en vidéo où il y a beaucoup de plans dans le film qui sont pas des voix off écrites mais qui sont vraiment comme un journal intime filmé. Et donc ces moments-là du film aussi, je les avais mis de côté pendant tout le montage parce que je m'étais dit c'est beaucoup trop intime, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Et en fait, le film à un moment donné, il a vraiment dicté sa loi et m'a demandé d'aller à cet endroit de l'intimité. Mais le truc qui était sûr, c'est que je voulais que mon personnage, entre guillemets, il soit comme un personnage de fiction. C'est-à-dire qu'il traverse plusieurs étapes. Qu'il y a un effondrement et après il y a une recherche et une sorte d'apaisement. Mais pendant le film, on ressent vraiment ça parce qu'on t'accompagne dans les différentes étapes. Il y a
le moment où tu apprends le diagnostic, le moment où tu pousses de plus en plus, tu lâches pas l'affaire, essayer de trouver une forme de guérison, de traitement, essayer de normaliser Pénélope dans le sens général du terme. Et on voit un moment une acceptation, puis même au moment de l'acceptation, c'est toujours pas fini parce que il y a toujours ce truc où tu te dis, bon, peut-être que là, cette fois-ci, cette petite chose va changer. Et ça me ramène à ma prochaine question. Parce que pendant le film, tu parles souvent de guerre, de cette guerre que tu es en train de mener. Mais c'est qui les deux opposés qui se battent? Parce que pendant le film, personnellement, moi, la manière dont je l'ai vu, c'est les premiers opposants, c'est toi et la maladie d'abord. Mais en même temps, comment être en guerre contre la maladie dont Pénélope souffre? Parce qu'on ressent l'amour que tu as pour Pénélope, du coup, c'est un peu contradictoire dans le sens où je t'aime, je veux pas te changer, mais je cherche quand même à te tordre, mais sans garder l'essence, en gardant l'essence de toi-même. Comment est-ce que tu as fait pour naviguer ça? Et si tu peux nous parler un peu de cette guerre? Ouais, c'est très juste tout ce que tu évoques. La guerre, pour moi, je crois que c'est la société, en fait. Aujourd'hui, enfin, je crois que je peux le formuler comme ça aujourd'hui, mais que j'en étais incapable à l'époque où je voulais que Pénélope redevienne normale, entre guillemets. Mais je pense que la vraie guerre, enfin, je le ressens comme ça aujourd'hui, c'est la norme qui est imposée par la société et qui nous demande de vivre d'une certaine manière et qui n'autorise pas des êtres comme Pénélope à vivre comme elle pourrait l'entendre, c'est-à-dire que ce soit OK que quelqu'un comme Pénélope existe à part entière dans notre monde sans produire aucune chose utile, sans travailler, en acceptant ses gestes, Ouais, en mangeant avec les mains. en mangeant avec les mains, en regardant cette personne complètement frixe comme étant des nôtres, en créant des lieux qui sont pas isolés, qui sont pas à l'écart des villes, qui sont pas enfermés, qui sont pas médicamentés, qui sont pas des lieux d'oppression, et en éduquant les gens dès leur premier âge à accepter l'autre en tant qu'être différent, chose avec laquelle moi j'ai pas du tout grandi. Et j'ai été dans une école, il y avait personne de différent. Ensuite, voilà, j'ai vécu de manière complètement normopathe, on va dire. Et du coup, quand j'ai un choc comme Pénélope, la première guerre que je mène, c'est je veux à tout prix qu'elle redevienne dans la norme parce que j'ai pas d'autre outil en fait. Et donc la guerre, elle est là, mais avec le temps et grâce à Pénélope, elle m'apprend que bah non, en fait, le problème, c'est pas elle, mais c'est la société. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un grand sujet, c'est-à-dire que c'est aussi le jeu auquel joue la médecine et les institutions publiques qui accueillent des personnes différentes ou les institutions psychiatriques, parce qu'après, ça peut s'étendre à d'autres troubles. C'est que, en fait, ce que j'ai ressenti dans mon parcours avec Pénélope, c'est qu'on a voulu me faire croire que ce que je vivais, c'était moi le problème. C'est-à-dire que, en fait, soit parce que hérité d'une tradition hyper culpabilisante en France, qui était que l'autisme, c'est lié à une mauvaise relation des parents avec leur enfant. Ça, c'est un truc historiquement en France qui a été très très fort et dont j'ai été victime comme beaucoup d'autres parents. Donc pendant des années, moi, les psychiatres m'ont dit, mais en fait, soignez-vous et votre fille ira mieux. Jusqu'au jour où j'apprends que c'est un trouble génétique. Et là, on nous dit, pas aussi de manière aussi simpliste, mais en gros, faites le deuil de votre enfant et soignez-vous. Et en fait, cette injonction à se soigner soi-même, pour moi, c'est un énorme fiasco. Ça devrait être la question de Pénélope. Moi, je trouve que ça devrait être la question de la société. C'est pas une question individuelle et c'est pas en se soignant qu'on va soigner Pénélope et c'est pas en se soignant qu'on va accepter le handicap de Pénélope. Je pense que c'est une question qui nous incombe tous et que on devrait tous accepter Pénélope.
ou des êtres comme Pénélope. Et quand, voilà, c'est un nous global qui doit s'occuper des êtres. Mais c'est pas du tout le cas et rien n'est fait comme ça et tout le système institutionnel est fait à contrario de ça. Et du coup, la guerre, c'est ça, quoi. Mais j'ai mis longtemps à le comprendre parce qu'il a fallu que je déconstruise mon regard. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit par rapport à se soigner soi-même. Parce que ça touche à un autre point dans le film que j'ai trouvé intéressant. C'est le moment où tu t'acceptes cette mission, où Pénélope devient ta mission, ton moteur, ce qui te pousse à te lever le matin et à te battre, pas juste pour elle, mais pour d'autres personnes qui sont semblables à elle. Comment est-ce que, à un moment où tu n'arrives plus à dormir, ou physiquement, toi-même, ton corps n'arrive plus à suivre, comment est-ce que tu arrives à te reconstruire? Enfin, comment déjà tu arrives à dire là, c'est le moment où stop, faut que je puisse me reconstruire pour continuer à aider. Parce en me poussant, tu te finis quelque part. Tu deviens un peu usé. Tu t'uses toi-même avec le temps. Comment est-ce que tu arrives à voir ce moment, te dire j'arrête là, je me reconstruis et comment est-ce que tu te reconstruis? Parce que ça a duré des années, cette mission. Et c'est un peu, je me dis, c'est un peu comme quelqu'un qui va à la guerre pendant des années, qui revient à la maison. Comment est-ce que tu revis dans une société? Comment est-ce que tu te reconstruis? Où tu trouves les outils, les armes pour te redevenir entière, seule? Je crois que ce qui fait que je m'arrête, c'est pas mon esprit qui décide, mais c'est mon corps qui lâche. Donc c'est ce que je dis dans le film à la fin, mais ça s'est vraiment passé. Donc c'est juste que je ne pouvais plus vivre avec Pénélope. Donc ça, c'était quelque chose de très tangible et concret. Et comment je me reconstruis? Moi, je crois que c'est vraiment le cinéma qui me reconstruit. Parce que en fait, ce film, c'est ce que m'a permis ce film, finalement. C'est que même si c'était hyper douloureux d'aller replonger dans certaines images que j'avais pas du tout envie d'aller revisiter, finalement, le film, en tant que film, je dirais, enfin que caillou, c'est comme un caillou, ce film qui est posé. Évidemment, ça a participé à ma reconstruction. Et dans le film, j'ai pas pu aborder tout. Il y a plein de choses dont j'avais envie de parler qui sont pas entrées dans le film. Et aujourd'hui, je réalise des formes courtes qui sont autoproduites en Super 8 et qui viennent comme d'autres petits cailloux se mettre à côté du film pour creuser telle ou telle question. Et ça, pour moi, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que cette possibilité que j'ai retrouvée de pouvoir créer, c'est ce qui me reconstitue, enfin c'est ce qui me constitue. Donc la réponse, elle est vraiment là, quoi, pour moi. Ma perception que moi j'ai de l'art, c'est que l'art c'est vraiment un outil qui me permet à comprendre le monde. Et je sais pas, en regardant ce film, j'ai appris sur l'autisme. Et une personne autiste comprend les choses différemment, ressent les choses différemment. Et j'ai l'impression qu'avec le cinéma, ça t'a donné ce filtre, cette manière de pouvoir regarder les choses. Maintenant, désolé, je parle, tu peux me dire si je dis complètement des bêtises. Mais j'ai l'impression que le cinéma joue un peu ce rôle où tu traverses ça, mais t'as ta caméra. Et ta caméra devient un peu une bouée, quelque chose qui t'aide à traverser chaque étape. Et ensuite, une fois qu'elle est plus là, ben maintenant c'est le cinéma, c'est faire ce film, promouvoir ce film, en parler. J'ai l'impression que l'art joue un peu ce rôle d'intermédiaire. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se passait au quotidien? Parce que dans les vidéos, on te voit filmer, mais est-ce que tu filmais tous les jours? Est-ce que tu avais une méthodologie? Est-ce qu'il y avait déjà une idée quelque part d'une forme d'archivage pendant le temps qu'elle grandissait? Ou c'est quelque chose qui est venu à la fin, tu t'es dit, ok, j'ai tout ça et il faut que j'en fasse quelque chose. Comment ça s'est passé? Ouais, non, c'était pas du tout organisé et j'étais
complètement baignée dans le quotidien et la recherche de solutions. Mais je sais que avoir une caméra par moment, ça m'a sauvé la vie. Et après, je l'ai oublié, mais en redécouvrant des rushs, par exemple, j'avais mis une caméra parce que j'arrivais pas à joindre un médecin dans un hôpital et j'en pouvais plus. Du coup, j'avais mis rec une caméra. Bon, après, on l'a pas gardé au montage, et du coup, j'appelais le médecin et je m'étais filmée moi-même. Du coup, je suis devenue un personnage et plus une mère qui qui veut à tout prix joindre quelqu'un. Mais du coup, j'ai commencé à jouer un peu et à prendre du plaisir à faire le personnage, jouer le personnage qui n'arrive pas à joindre une institution. Et du coup, à différentes étapes, la caméra, elle m'a vraiment permis de traverser des moments comme ça. À d'autres moments, c'est juste parce que je trouvais Pénélope hyper belle et voilà, et que je pense que filmer, ça ne m'a jamais quittée, même si j'ai pas fait beaucoup de films pendant tout ce temps-là. J'avais quand même besoin de filmer, mais c'était vraiment de manière hyper aléatoire et pas organisée. Et à chaque fois que je filmais, je mettais juste tout au même endroit. Et vraiment, ça, c'est un truc, que je sais pas, un jour, je me dis, bon, c'est ménage de printemps, là, c'est pas possible. Et il y avait une valise qui était vraiment pleine de bobines Super 8 pas développées, et de DV, et de plein de cartes numériques, de plein de formats différents et tout ça. Et j'ai commencé à me dire, bon, bah là, peut-être qu'il y a un film. Et ce qui m'a motivée, c'était un moment où je sentais vraiment que mon regard sur Pénélope avait changé. Et du coup, ça me donnait un espace, quoi, pour penser ça, quoi, pour me dire, ben, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et après avoir fini ce film, je me suis dit, en fait, c'est ma méthode. Enfin, c'est ce que je suis en train de me dire maintenant. En fait, c'est en train d'arriver. Maintenant, je dis, ouais, j'ai une Super 8, je filme quand je veux. Ces images, je les mets à côté. Si j'ai pas d'argent pour les développer, c'est pas grave, elles sont là. Ou je filme en vidéo. Et puis du coup, je pense que maintenant, ça fait vraiment partie de moi, cette façon de faire. Et là, par exemple, à la Villa Arson, j'ai ma Super 8. Je vais à tout prix filmer les poissons. Et je l'ai là. Et c'est ma mission poisson glycine. Et on verra. Mais du coup, je suis en train de me rendre compte que, par exemple, le dernier film que j'ai réalisé, là, que j'ai fini à la Villa Arson avant-hier, là, c'est en Super 8. Et en fait, c'est comme ça, et c'est comme ça que j'aime travailler aussi dans des formes autoproduites et très simples, et où je me sens très libre, à côté d'autres formes que je commence à développer, qui sont des formats plus produits, quoi. Mais Ouais, j'aime beaucoup cette idée qu'il n'y a pas de séparation entre la vie et l'art. Enfin, t'as ta caméra avec toi et à tout moment, tout peut devenir un élément qui va nourrir une idée qui est beaucoup plus grande, mais que t'as pas forcément besoin d'avoir l'idée exacte au moment où tu filmes les choses, où tu interagis. Et on a reçu ce micro Joseph Morder, et c'est l'homme à la caméra. Il est tout le temps avec sa caméra, et à la Villa Arson, il a filmé les glycines et les poissons. ah, mais j'adore Mais Joseph Morder, c'était mon contre- prof. Ah oui? Ouais, je suis fan de Joseph. Ça m'a tellement impressionnée quand il m'a raconté qu'il avait une pièce dans son Voilà, appartement. j'allais venir à ça. Voilà, Mais il développe pas entièrement. lui. Ouais. Il les développe pas. Je regarde juste. Je sais pas, il a pas le temps, il passe à autre chose. C'est un Et personnage. il est incroyable. Mm. C'est vrai qu'il est génial, Joseph. Tu l'as eu en prof à la FEMIS? Ouais, Tu nous as pas parlé de la FEMIS, d'ailleurs, tu étais en section réalisation? ouais. Ok, et tes copains de la FEMIS sont toujours tes copains, j'imagine, maintenant? On reste 5 ans ensemble là-bas. Ouais, certains, ouais, il y a beaucoup de personnes que j'ai perdues de vue, mais il y en a qui sont restés des copains fidèles. Mais c'est étrange parce qu'en fait, comme je me suis quand même beaucoup éloignée du cinéma mainstream, on va dire, ce à quoi forme la FEMIS quelque part, enfin, ce à quoi peut former les personnes qui vont à la FEMIS, j'ai eu un parcours complètement différent. Du coup, aujourd'hui, je vois sur des génériques de films, des grosses productions, films auteurs français, on va dire, des personnes de ma promo.
Et voilà, puis moi je suis dans un autre endroit, enfin je le sens très bien et comment la vie peut aussi séparer à cet endroit-là. Est-ce qu'un jour tu iras vers des grosses productions ou tu comptes toujours travailler de cette manière-là? Je sais pas. Je crois que je compte toujours travailler de cette manière-là, en tout cas parce que c'est ce qui me constitue. Mais, mais j'ai aussi envie d'autres formes plus légères, plus mainstream. Et je crois liées à la comédie, quoi, parce qu'à un moment donné, il faut sortir du drame. Mais bizarrement, ça c'est vraiment bizarre parce que je pense à une comédie, mais elle est quand même liée à ça. En fait, je crois que ça a tellement constitué mon regard. Mais je crois que ce qui m'intéresse, c'est pas l'autisme ou le thème de l'autisme. C'est qu'est-ce que ça transforme en moi. Du coup, c'est différent quand même. J'ai pas envie de faire des films sur l'autisme. Mais vraiment, comment ces êtres qui sont des êtres monstres, entre guillemets, hein, je dis avec tout l'amour que j'ai pour ce terme-là aussi, quoi. Ce qui est hyper étrange, c'est que quand j'étais étudiante, par exemple, le film mes fétiches, mais que j'aimais par-dessus tout, c'était Fricks. Et donc c'est quand même hyper bizarre. J'ai l'impression que dans mon parcours, Pénélope, elle me ramène à des endroits aussi qui étaient des choses qui me touchaient beaucoup. Donc ça, c'est très étrange quand même. Est-ce que tu peux un peu nous définir le terme monstre pour toi? Parce que tu utilises souvent ça, que ce soit dans les films ou même dans l'interview. Mais pour toi, c'est quoi un monstre? C'est une bonne question. Pour moi, un monstre, ce que j'en perçois, c'est un être profondément pur. Mais pur au sens où ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes ressorts, qui n'ont pas le même jeu avec la compromission. Enfin, c'est comme si c'était des personnes qui peuvent pas se permettre ce jeu-là. Je sais pas pourquoi, faudrait que je creuse la question, mais si je pense je sais pas si je pense à des monstres comme les personnages de Fricks en tant que personne, à cette époque-là, si on lit la vie de ces Fricks dans les foires, ils étaient souvent orphelins, abandonnés, achetés par des maîtres de cirque, enfin, et c'est-à-dire que ils gagnaient leur vie par le fait qu'ils étaient monstres, et donc le fait qu'ils soient tant stigmatisés constitue leur personne, quoi, et ne leur autorise pas à être à un autre endroit et à être autre chose. Et en même temps, c'est ce qui fait l'incroyable puissance, quoi, On parlait de cinéma commercial récemment. Est-ce que, en élargissant ce thème de monstre, est-ce que tu as vu le règne animal, Ouais, j'ai adoré. qui est Ouais, un film digne héritier de Freaks de Todd Browning? Ouais, j'ai adoré comment apparaissent les créatures dans le film. Et en fait, si je me souviens bien, un des premiers plans, on voit juste le nez, un nez comme un nez trompette d'une des créatures qui attend chez le médecin. Mais il y a un double vitrage, tout est flou. Donc en fait, on n'est pas sûr de ce qu'on voit pendant longtemps. Et en fait, il a une manière de nous amener comme ça à ces créatures qui est hyper forte. Moi, j'ai vachement aimé, ouais. Ah ouais. Et ce genre de film où il mobilise pour le réaliser tous les décorateurs, les dessinateurs de France et je crois qu'ils sont restés en Europe, ils ont pas utilisé les moyens américains. Tu te verrais bien avoir une grosse machine comme ça, être à la tête d'une grosse production sur un sujet comme ça, un peu science-fictionnel. Bah, il faudrait que j'ai une histoire vraiment forte, quoi.
sur laquelle m'appuyer, mais Il me semble que le scénario de ce film, c'est un scénario qu'il avait écrit avec une copine à lui de la Fémis pour la sortie enfin, leur film de sortie de Fémis, il me d'accord. semble. Ah ouais, 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 Et ouais. qui a mis 10 ans à se faire, quoi. Ouais, ouais, ça j'avais lu qu'il avait mis 10 ans à le faire, mais je crois que toute cette promotion de la Fémis est apparemment une promotion exceptionnellement prolifique aussi. D'ailleurs, dans cette promotion, il y avait aussi Raphaël Lefebvre, qui est le monteur de mon film. Et donc, il m'a pas mal parlé de cette génération-là. Je sais pas, il s'est passé un truc quoi, entre tous qui fait que enfin, toutes les équipes se sont trouvées. Quoi. Ce que je voulais dire par les monstres, euh, la manière dont moi j'ai compris ça quand tu viens d'expliquer, j'ai imaginé des personnes, enfin tu vois, avec nos yeux on voit certaines couleurs. J'ai imaginé des personnes qui voyaient d'autres couleurs que nous on ne voit pas. Et du coup, nous on les juge sur les 3 couleurs qu'on voit, et eux ils en ont peut-être 20 autres que nous on n'arrive pas à comprendre, et du coup on est là, mais toi tu vois ça, mais t'es un monstre, tu vois. J'ai vraiment eu cette image-là qui m'est venue en tête directement, et c'était tout simplement ce que je voulais dire. Ouais, c'est marrant que tu dises ça. J'ai montré mon film à des journalistes autistes qui s'appellent Le Papotin. C'est des journalistes qui existent depuis 30 ans. Et, et parmi eux, il y a une personne qui m'a dit que Pénélope avait un lien très fort avec un 6e sens et qu'il le savait parce que lui était télépathe. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire un film avec lui maintenant. Parce que c'est exactement ce que tu dis en fait. C'est-à-dire que elle voit des choses que nous ne voyons pas. Et, et aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui commencent à faire des recherches là-dessus, mais qui ne sont pas seulement des recherches intuitives, mais des recherches scientifiques qui commencent à être financées, notamment sur quelque chose de passionnant qui s'appelle l'hyperlexie, c'est-à-dire la capacité de certaines personnes à pouvoir lire et écrire sans jamais avoir été confrontées au corpus de la grammaire ou de l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Ce qui est complètement dingue, parce que ça renverse toutes les théories du langage. Donc je pense que derrière ces êtres-là, il y a des choses soit qu'on n'a pas encore vues, soit qu'on n'a pas envie de voir. Parce que c'est énorme. Ça remettrait tellement en cause tout le fondement sur lequel les structures institutionnelles fonctionnent, la manière dont la société catégorise et sépare les êtres entre ceux qui travaillent, ceux qui sont placés, médicamentés, ceux qui sont trop vieux, ceux qui sont psychiatriquement inaptes à bosser, et comment cette géographie-là et cette carte-là institutionnelle est pauvre, et humainement pauvre, mais économiquement hyper lucrative, quoi. Pour revenir à ce que j'ai pu voir de toi, enfin de ce que tu as pu réaliser, j'ai aussi beaucoup aimé l'interview d'Isabelle. J'ai les images, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais plongé dedans, et sa sensibilité, elle a un côté quand même que j'ai trouvé drôle dans ses réponses, et voilà, c'était mignon comme ça, c'était un moment mignon, et ses interactions. Et vu que j'ai vu les 2 films en l'escart d'une soirée, j'avais toujours un peu le film de Pénélope en tête, et du coup quand je regardais ce film, j'étais directement renvoyé vers ce que j'ai vu avant. Et une des questions qui m'est venue, c'est où que tu poses la limite? La limite dans le sens où, étant donné que la manière dont eux ils reçoivent les informations et les interprètent sont pas comme nous on les reçoit, comment est-ce que tu arrives à naviguer cette balance sans forcément être agressif, trop poussé, mais en même temps essayer d'avoir des informations? Par exemple, dans l'interview d'Isabelle, il y a le moment où elle parle de son rapport au corps et
qu'elle se sent vite oppressée ou qu'elle se sent agressée par une personne, même quand il fait un acte qui n'est pas forcément, que nous on ne percevrait pas comme ça. Et pendant ce moment-là, tu insistes, enfin tu pousses la question, tu sens qu'elle a une petite réticence ou elle essaye de se défiler, mais en même temps, c'est aussi moi qui vois ça de cette manière parce que moi j'interprète ça comme ça, mais peut-être que elle a pas du tout interprété ça de cette manière-là. Comment est-ce que tu arrives à juger cette balance? Hmm. Ben, en fait, le portrait d'Isabelle, au départ, il était dans le film de Pénélope. Et c'était parce que au départ, je m'étais dit, je vais rencontrer Isabelle et je la connaissais par ailleurs, mais je vais lui poser des questions. Comme ça, comme elle a un accès à la parole, elle va répondre à la place de Pénélope. Et au montage, elle est restée longtemps au montage, mais de manière courte parce que soit il fallait plus de temps sur elle, parce que c'était trop frustrant, soit elle prenait trop de place et du coup on perdait mon lien avec Pénélope. Du coup je me suis dit bah, je vais faire un portrait d'elle. Et quand j'ai décidé de monter ce moment-là avec Isabelle, en regardant les rushs, au départ l'idée c'était pas de laisser tout le off et tous les à côté du tournage dans le film, c'était vraiment de dessiner un portrait classique. Et en voyant les rushs, je me suis rendu compte que en désossant complètement la mise en scène, on voyait plus en fait ce que pouvait être une relation entre une personne autiste et une personne non autiste qu'en juste répondant à des questions que je pouvais lui poser qui racontaient pas le lien qu'on avait toutes les deux. Parce qu'Isabelle, je la connais depuis longtemps et on a un lien qui est hyper tendu, qui est hyper fort, enfin qui est une amitié très profonde, mais qui très vite se tend parce que il y a des choses qu'elle n'accepte pas, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne supporte pas, et notamment une chose fondamentale, c'est le contrôle. Elle supporte pas de pas avoir le contrôle sur les choses. Et ça fait partie ça fait partie de possibles troubles autistiques, c'est de pas comprendre exactement ce qui va se passer. Et en fait, j'ai laissé ça dans le film parce que dans le film, elle me dit « Ah, là, ça enregistre ». Alors que, je veux dire, elle sait très bien qu'on est en tournage et que ça enregistre. Mais en fait, elle a besoin de reposer la question pour être sûre. Et après, elle dit « Du coup, là, en fait, tu es en train de changer de sujet. Tu parles de ça, après tu vas parler de ça. » Et donc, elle reformule exactement tout ce dont on avait dit, tous les sujets qu'on allait aborder, pour être sûre que je ne vais pas dépasser. Parce que si je sors du sujet qu'on s'était fixé toutes les deux, ça la perd totalement. C'est super chaotique. Non, et elle est aussi née, elle a travaillé pour des grands parfumeurs. Parce qu'elle a elle parle de ça d'ailleurs dans le film, de l'hypersensibilité, l'hypersensorialité. Et donc, elle a travaillé voilà, pour des grands parfumeurs. Et donc, elle a cette hypersensibilité qu'elle voulait comparer. Elle voulait comparer le comportement autistique avec les fleurs. Mais ben justement, quand j'ai vu l'analogie, je me suis posé une question. Parce que plus tôt dans le portrait, elle explique qu'elle comprend pas forcément les expressions, c'est des choses qu'elle a appris. Mais elle a fait cette analogie avec tellement de naturel que tu te dis, mais si tu arrives à comprendre un truc aussi profond, comment un truc aussi banal que le chat dans la gorge, t'as du mal à cerner. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, mais merci parce que c'est exactement de ça dont je voulais parler. C'est exactement ça. En fait, ce qu'elle pose pour moi que je trouve hyper intéressant dans ce lien tendu entre elle et moi, c'est l'arbitraire du langage. Parce que en fait, je trouve que comparer quand elle dit non mais les roses ont des épines, donc contrairement aux humains, les roses montrent où elles piquent. Parce que c'est visible. Mais donc là, elle fait une analogie, enfin elle fait une comparaison. Tandis que elle, ce qu'elle a du mal à se représenter, c'est pas les comparaisons, c'est les expressions idiomatiques qui sont par exemple It's raining cats and dogs, où il pleut des cordes, où j'ai un chat dans la gorge.
Et parce que là, c'est plus des comparaisons. C'est des images, c'est presque du surréalisme, quoi. C'est des images complètement monstrueuses, ouais. Et ça, c'est la question du second degré, quoi. C'est pour ça qu'elle dit que quand un homme lui dit « Viens, on va faire un tour en forêt », pour une femme non autiste, ça veut dire, bon, possiblement, on va se draguer, il va se passer un truc. Et pour une femme autiste, ça veut dire, ouais, il fait beau, on va faire un tour en forêt. Et qu'après, ça lui a causé des soucis. Mais voilà, ce qui m'intéressait avec Isabelle, c'est qu'elle pose l'arbitraire du langage. Et un autre truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien du cinéma avec le vampirisme. Parce que, en fait, j'ai laissé ça, parce que moi, je me trouve hyper dure dans le film. J'insiste, je veux obtenir quelque chose d'elle qu'elle ne veut pas donner. Et donc, après, j'éteins la caméra. Hein. Quand elle dit là, ça tourne, et là, j'éteins. Donc, je respecte ce qu'elle me dit dans la mesure où elle sait aussi qu'on est dans une configuration de tournage. Donc, quand elle dit est-ce que ça enregistre, elle sait qu'elle est filmée à ce moment-là. Mais je trouve qu'il y a dans le cinéma une violence intrinsèque au médium du cinéma. Pour moi, une caméra, c'est une amie, mais ça peut être aussi un vampire. Et là, je sens bien ma limite avec Isabelle. Et je l'ai cherchée consciemment. Et je voulais rendre compte de ça. Et être honnête avec ça, c'est-à-dire dire, ouais, je suis allée trop loin. Mais le cinéma, c'est ça aussi pour moi. Est-ce que tu dirais que tu as appris à naviguer cet espace à travers ton expérience avec Pénélope, vu qu'on ne sait pas exactement dire ce qu'elle ressent à l'intérieur, enfin sûrement que toi tu sais quand même, enfin, avec le temps tu as une certaine lecture, est-ce qu'il y avait des moments où la caméra devenait le vampire dans cette situation-là, ou est-ce que la caméra a toujours été l'ami, ou est-ce qu'il y a un moment où la caméra a navigué aussi? Moi, je pense qu'avec Pénélope, la caméra a été, dans la plupart des cas, l'amie. Parce que chaque fois que j'ai filmé Pénélope, c'est quand elle était bien et quand j'étais bien et quand, du coup, il y avait la possibilité de prendre une caméra. Mais j'ai jamais filmé Pénélope dans un état de crise ou toute la violence qui est dans le film de Pénélope, elle est dite avec des mots, mais elle est jamais montrée, en fait. Parce que, évidemment, je pense jamais à prendre une caméra quand Pénélope est pas bien ou le seul plan qui est dans le film où elle est pas bien, qui est la nuit, elle dort pas et elle traverse un couloir, elle est complètement titubante, elle respire super mal. C'est pas moi qui l'ai filmé, c'est son papa. Et je l'ai gardé parce que je trouve que le film avait besoin de montrer que oui, on va rencontrer des chamans, oui, c'est beau, oui, c'est l'autre dimension, c'est une dimension chamanique de guérison, etc. Mais quand on revient à Paris, eh ben, c'est la nuit blanche, Pénélope n'arrive pas à respirer et c'est comme ça. Et que cette existence, elle est saisie entre dans cette tension-là, quoi. Entre la beauté du geste, les mondes dans lesquels elle m'emmène et la réalité dans laquelle on navigue et on vit, qui est beaucoup plus dure et angulaire et avec laquelle il faut négocier, quoi. Merci Claire Doyon pour cette heure d'échange très intéressante. Merci beaucoup, c'était super intéressant de vos questions, voilà, d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Paul pour tes questions, c'était super.